Bonjour à toutes et à tous, une vidéo sur le thème des mémoires résiduelles antérieures, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Là je vais plus cibler cette vidéo sur les mémoires antérieures résiduelles inconscientes. Ce sont elles qui finalement tiennent le pavé de la plupart de nos j'allais dire de nos actes. Je ne vais pas parler de choix parce qu'on ne peut pas parler de choix dans ce cas de figure, pas tant qu'il y a une prise de conscience. Tant qu'il n'y a pas de prise de conscience, on ne peut pas parler de choix. Donc c'est pour ça qu'elles tiennent le pavé de nos actes ou de nos réactions, si vous préférez. Pourquoi je tenais à faire cette vidéo? Parce que la plupart du temps, beaucoup s'imaginent, pour pas dire une grosse majorité, s'imaginent que c'est la vie qui les façonne, que c'est notre éducation, la société qui nous façonne, les événements qui nous façonnent, que ce sont en gros les autres qui nous façonnent, et que nous ne ferions que finalement subir systématiquement l'influence extérieure des parents, de la fratrie, des voisins, des collègues de travail, des supérieurs hiérarchiques, etc., des patrons, de la politique, des événements mondiaux, enfin voilà, c'est... bref, on a tendance à vouloir attribuer tout cela finalement à l'extérieur de nous, alors qu'en réalité, il n'en est rien, c'est-à-dire que l'origine n'en est pas attribuable à vos parents, à votre fratrie, à l'absence de vos parents, à l'absence de votre fratrie, parce qu'il y a aussi ça, hein, il y a la présence mais il y a aussi l'absence. La vie ne nous façonne donc pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais c'est plutôt en fait les événements de la vie, ou parfois l'absence d'événements, eh bien, vont servir tout simplement de révélateur à ce qui est enfoui dans l'inconscient, dans nos mémoires résiduelles antérieures, et c'est là qu'on va trouver d'ailleurs le terreau à propos de beaucoup de choses, puisqu'on peut trouver là un terreau comment dire, qui va laisser émerger les mauvaises plantes comme les bonnes plantes, si on peut appeler ça bonne ou mauvaise. C'est pas bonne ou mauvaise, en fait, tout dépend. Elles sont pas bonnes ou mauvaises en soi, mais tout dépend en fait ce qu'on en fait. C'est surtout ça derrière. On a vu des gens gagner des fortunes au loto et puis finalement tomber plus bactère un an après, et pire que la situation d'avant le gain au loto. Donc on peut pas attribuer comment dire, un adjectif bon ou mauvais sur quelque chose. C'est plutôt en fait ce que nous en faisons qui va lui donner une couleur, et non pas l'événement lui-même. Je rappelle pour précision que l'événement selon le bouddhisme tibétain est vide de sens. C'est nous qui chargeons l'événement de notre histoire. Et l'événement, je dirais même, non seulement est vide de sens, mais en plus n'est que, pour moi, un révélateur, un déclencheur. Et je l'ai notamment, pourquoi je dis ça? Parce que je l'ai notamment vérifié maintes et maintes fois dans l'étude des thèmes astro que j'ai eu l'occasion d'avoir dans les séances de thérapie que j'ai eues avec ces personnes-là. Et évidemment, cela fait quand même... cela n'est pas d'hier que je pratique l'astrologie karmique. Depuis 37 ans que j'étudie l'astrologie. J'ai eu l'occasion, sauf qu'à l'époque je ne me posais pas la question comme ça, mais j'ai eu l'occasion en effet de constater l'adéquation entre une personnalité, un comportement et le thème astral.
Et comme en plus j'ai vraiment étudié dès le départ l'astrologie karmique, notamment l'astrologie de l'école d'Irène Andrieux qui s'appelle l'astrologie d'évolution, qui est à mon sens la forme d'astrologie la plus poussée qui soit dans le domaine de l'interprétation, puisque chaque chose a en soi une interprétation dans l'astrologie d'évolution. Je fais donc une digression, mais chaque aspect par rapport à une planète vis-à-vis d'une autre, en fait, chaque aspect, comment dire, a sa signification qui lui est propre. Par exemple, pour donner un exemple, il y a donc un aspect est un écart entre deux planètes, donc il se mesure en degrés par rapport au cercle complet 360, et donc deux planètes par exemple peuvent être séparées de 45 degrés. Et l'aspect, donc on parle de ça, on dit que c'est un aspect parce qu'il est séparé d'un espace défini, d'un nombre de degrés défini qui rentre dans la liste des aspects répertoriés. Et par conséquent, 45 degrés en fait de séparation entre deux planètes correspond en effet à un angle défini. Et cet angle en lui-même en fait va raconter quelque chose de très précis. C'est-à-dire, il n'est pas rare et il est même très fréquent de s'apercevoir qu'une personne qui a un thème astral avec deux planètes qui ont un angle de 45 degrés, eh bien il est fréquent de s'apercevoir que la personne va se poser la question et va nous poser la question, enfin quand je dis nous, comment dire, aux thérapeutes ou aux astrologues vont poser la question du comment faire. L'angle de 45 degrés pose toujours la question systématiquement de comment faire pour. C'est inclus psychologiquement dans la définition de cet angle. Et ainsi de suite en fait pour tous les angles, qui est un angle de 30 degrés, que ce soit une conjonction, que ce soit un angle de 60 degrés, de 90 degrés, de 120 degrés. Il va y avoir comme ça pour chaque aspect donc déjà un, comment dire, un sens psychologique que la personne va comment dire, affirmer naturellement. Et donc avec cet angle de 45 degrés par exemple, nous allons avoir la question systématique du comment faire pour. Donc si nous rajoutons à cet angle là en fait la planète Vénus et la planète Jupiter, où en fait on va dire que Vénus fait un angle de 45 degrés à Jupiter, et si on prend en considération que Vénus est pour une femme, on va dire c'est la consultante, la consultante est une femme, et donc du coup Vénus va représenter la consultante, puisque on va dire dans l'absolu c'est une femme non mariée, donc elle sera juste Vénus. Si elle devient mariée ou avec plutôt des enfants, elle deviendra Lune, mais avant de devenir la Lune, elle est d'abord Vénus, donc on l'a dans l'arbre psychogénéalogique karmique, on l'attribue en tant que Vénus. Et quand bien même elle serait mariée avec des enfants, en fait, subsisterait, si le problème n'a pas été réglé, le même discours, le même langage et la même question. Donc on va dire que la personne qui consulte est une femme, donc on va choisir Vénus. Vénus, on va dire, dans son thème, fait un angle de 45 degrés avec Jupiter, qui est mon rôle ou ma place, qui signifie beaucoup, ou la légitimité aussi. Il y a beaucoup de questions de légitimité avec Jupiter, de rôle et de place. Eh bien, on pourrait dire, en fait, la personne porteuse de ce thème, et même si c'était un homme, en fait, il poserait la question, si c'était un homme, il poserait la question en disant comment font les femmes pour se sentir légitimes, ou trouver leur place, ou à être dans leur rôle, et la personne, si c'est une femme, eh bien posera la question de comment faire pour, quand on est une femme, pour trouver sa place ou pour être légitime. Donc vous voyez bien que une planète correspond à un archétype de l'arbre généalogique karmique, et
et que l'aspect en lui-même raconte déjà une histoire et que les planètes... Et si on rajoute à ça évidemment des maisons, c'est-à-dire imaginons que Vénus soit en maison 9 et Jupiter en maison 10, toujours avec le même angle, donc en fait tous les deux planètes vont être chacune dans une maison, Vénus en 9, Jupiter en 10, eh bien peut-être que la personne se posera la question de savoir, quand on est une femme étrangère, maison 9, comment faire pour trouver sa place dans le travail ou la carrière, maison 10. Donc, et ensuite il faudrait le placer dans les signes, etc. etc. Tout ceci raconte une histoire et je fais cette digression parce que cette école d'astrologie, pour chaque chose en fait, pose une signification d'interprétation. Et alors que beaucoup d'autres écoles d'astrologie n'ont pas poussé cet art de l'interprétation aussi loin. C'est pourquoi dans les consultations que je donne, eh bien, on arrive à avoir des explications assez beaucoup plus pointues que les autres écoles d'astrologie, parce que on arrive en effet à disposer d'un nombre d'informations suffisantes pour l'interprétation qui permet en effet, en fonction du discours de la personne, de pouvoir en effet la faire passer à, comment dire, à un étage supérieur, à un niveau de conscience supérieur. Et c'est ça le but du jeu, pour pouvoir finalement délivrer la personne de ses propres méandres. Voilà, je faisais cette petite digression parce que à l'époque, évidemment, quand j'ai commencé l'astrologie, je ne me posais pas la question sous cet angle-là. C'est-à-dire que je ne voyais pas encore que tous les événements n'étaient que des révélateurs, des déclencheurs, et que ce n'étaient pas les événements qui nous formataient ni notre passé, ni notre histoire, mais bien en effet que notre passé, notre histoire n'était que le révélateur et le déclencheur en fait de mémoires antérieures, ce que j'appelle les mémoires antérieures résiduelles inconscientes. Et tout se passe ainsi avec ce processus, c'est-à-dire que aussi bien pour, comme je disais tout à l'heure, le bon comme le mauvais, entre guillemets, c'est-à-dire que des événements vont pouvoir en effet déclencher chez certains un scénario très précis et chez d'autres un autre scénario. C'est pour ça d'ailleurs que personne n'a la même lecture par rapport à une situation donnée. Nous vivons pourtant factuellement la même réalité et on le voit aujourd'hui dans les débats télévisés et journalistiques et autres, où en fait nous vivons tous une même réalité, seulement nous n'avons pas du tout la même vision, à croire que nous ne sommes pas sur la même planète. Et c'est justement là en fait où on peut se rendre compte que tout n'est que mémoire antérieure, tout n'est que mémoire résiduelle, qui n'attendent en fait qu'une seule chose, c'est que quelque chose vienne faire remonter une petite bulle coincée au tréfonds du fond de l'inconscient, et puis vienne éclater à la surface et puis libérer son scénario quel qu'il soit. C'est comme ça aussi qu'à travers certaines circonstances ou certains événements, on a pu voir aussi des personnes se révéler à elles-mêmes en fait des qualités particulières, des talents, des dons, bref, à leur grande surprise, pouvoir en effet exploiter quelque chose qui jusqu'ici était resté enfoui. Et il en est de même aussi pour certaines personnes qui vont vivre une expérience pas spécialement particulière, mais qui vont vivre une expérience et qui, suite à cette expérience, en effet, vont tomber dans une dépression, comment dire, tomber dans une colère, une rancœur, tomber dans des espèces de phobies, bref, dans des scénarios en fait qui n'étaient pas du tout présents avant que l'événement ne se produise. Et là, d'un seul coup, ça va révéler en effet un scénario. Et pourquoi en effet je parle de mémoire résiduelle antérieure, inconsciente, hormis le fait que je me rapproche de plus en plus de cette idée, parce que en effet je m'aperçois de l'adéquation encore une fois entre
le thème étudié et la personne en consultation. Comment dire, personne que je ne connais pas et que je peux décrire, dont je peux décrire assez facilement la vie et le comportement et le positionnement intérieur. C'est donc bien qu'en effet il y a vraiment cette adéquation qui existe. Si je mentionne l'existence en effet de ces mémoires antérieures résiduelles, c'est parce que j'ai constaté et je constate aussi ce même phénomène chez les personnes que j'ai eues en consultation. C'est que quand je parle d'adéquation en effet entre le thème astral et leur vie, c'est-à-dire que je me rends compte au travers de tout ça, face à un événement qui a eu lieu, que ça soit quelque chose de familial, qui ait eu en effet un membre de la famille qui ait eu un comportement précis, qu'il y ait eu un événement ou une circonstance particulière qui ait eu lieu, face en effet à quelque chose qui arrive, je me rends compte à travers l'exploration du thème et la manière dont la personne se positionne qu'il n'y a pas eu, à proprement parler, de réflexion. C'est-à-dire que le positionnement qui a été adopté suite à l'événement, suite à la circonstance, n'a pas été un positionnement qui a été réfléchi. Il a été adopté en réaction sans même qu'il y ait eu une réflexion sur comment se positionner face à cette situation, face à cette circonstance, face à ce propos ou face à cette attitude. Il n'y a absolument aucune réflexion, c'est-à-dire il n'y a même pas la question de qui suis-je moi par rapport à ça, comment puis-je interpréter ce que je viens de vivre, ce que je viens d'entendre, ce que je viens de subir. En fait, il n'y a absolument aucune interrogation claire sur la manière de se positionner par rapport à un événement, par rapport à une attitude d'un tiers. Nous adoptons, comment dire, une réaction qui nous paraît être la plus évidente qui soit, et sans en définitive la remettre une seule seconde en question. Pour moi, c'est vraiment synonyme d'un programme, en fait, d'une mémoire qui se met en route ou qui se réactive systématiquement parce que dans nos vies antérieures, nous avons en effet vécu déjà plusieurs expériences en tant que riche, en tant que pauvre, en tant que comment dire, personne honnête, personne malhonnête, en tant que malade, en tant que guérisseur, en tant que médecin. Bref, nous avons vécu tout et son contraire, mais nous avons aussi vécu des expériences en tant que frère ou sœur d'une fratrie, en tant que parents. Nous avons changé de sexe un nombre de fois incalculable. Nous avons donc changé de rôle un nombre de fois incalculable. Nous sommes passés de simple ouvrier à patron et de patron à simple ouvrier. Bref, on a pu expérimenter dans ces vies antérieures beaucoup de rôles et d'expériences différentes. Et nous avons évidemment tiré des conclusions majeures en fait de tous ces rôles, de qui nous avons été en tant que père, en tant que mère, etc. Et forcément, aujourd'hui, comme nous naissons dans un rôle, comment dire, un nouveau rôle un nouveau statut, un nouveau genre sexuel, etc. Donc du coup, évidemment que quand on a été une femme dans une vie antérieure et qu'on est dans un corps d'homme, il est évident que les expériences ne vont forcément pas être les mêmes, les positionnements intérieurs non plus, et que ça va donner lieu à pouvoir explorer en nous comment dire, des mémoires antérieures qui vont être plus facilement activables
que si on était dans le rôle de la position d'une femme, et puis ainsi de suite en fait par rapport à l'exploration de notre vie, comment dire, au travers en effet des expériences que nous sommes amenés à vivre et des situations que nous sommes amenés à rencontrer, des individus que nous sommes amenés en effet à fréquenter. Et là en effet nous allons avoir des scénarios qui vont émerger pour la première fois, pour le meilleur ou pour le pire, ça tout dépend de ce que nous en faisons, mais en tous les cas des scénarios vont émerger, parfois des scénarios qui sont déjà connus, qui ne sont qu'une réactivation des mémoires, et puis des scénarios qui vont apparaître et qui eux en fait sont des scénarios de mémoire antérieure qui n'ont jamais été exploités et dont on va faire la découverte au fur et à mesure de notre vie. Au niveau astrologique, on admet que le décor en fait est planté durant les 29 premières années, cycle saturnien, et que les 29 prochaines années qui suivent sont faites normalement de prise de conscience et donc de choix véritables et de maturation et d'acquisition de sagesse, etc. Donc normalement, à 58 ans, on devrait avoir atteint l'âge de sagesse, au moins grâce à l'apprentissage de nous-mêmes au travers des expériences et des rencontres, des circonstances, des situations. Bref, voilà. Donc ça c'est pour une partie des explications des mémoires antérieures. Il y a en effet les mémoires antérieures résiduelles un peu plus conscientes, enfin même voire conscientes, où là en effet on s'aperçoit qu'il y a des enfants en très bas âge, qui se souviennent de leur existence passée. Donc on voit à quel point en effet la mémoire résiduelle est beaucoup plus consciente et beaucoup plus pointue, où la personne en effet revit, se souvient de certains endroits où elle a vécu, de ses goûts, de ses aversions, et ça en effet c'est donc des mémoires résiduelles antérieures qui sont déjà beaucoup plus conscientes, même si peut-être la personne n'a pas véritablement sous la main connaissance de l'existence de tous les scénarios qui ont été explorés dans cette vie antérieure. En tous les cas, elle en connaît une partie, tout du moins au niveau de ses goûts. Peut-être que la personne n'a pas accès au schéma de pensée que dans cette vie antérieure elle avait, mais en tous les cas se souvient-elle en effet de comment dire, de des lieux qu'elle a fréquentés, des endroits où elle a habité, des postes qui ont été occupés, des rôles qui ont été pris, des personnes rencontrées, bon bref. Donc on voit bien en effet que les mémoires résiduelles antérieures là sont beaucoup plus fraîches et beaucoup plus conscientes, et les mémoires n'ont pas été ne sont pas passées par n'ont pas traversé le fleuve de l'oubli, et alors que en temps ordinaire en effet nous n'avons pas accès à ces mémoires de manière directe, et donc nous devons compter en effet sur les événements, les circonstances et les rencontres pour permettre à ces mémoires en fait de remonter et de se libérer, afin que l'on puisse véritablement prendre conscience de qui nous sommes. Parce que évidemment le but du jeu de tout ça et de cette magie de la vie, c'est évidemment de devenir beaucoup plus conscient de qui nous sommes, et finalement de nos schémas déjà préinstallés dans notre registre de mémoire. Et c'est bien en effet ce dont il s'agit, c'est-à-dire que grâce aux événements et aux circonstances, les bulles vont remonter, les mémoires vont se mettre en route, et nous allons
prendre conscience en effet de notre façon de nous positionner, de la façon de penser les choses, de la façon de les percevoir, de les voir, et donc vont nous renseigner en fait sur qui nous sommes vraiment. Et quand on sait que l'inconscient, encore une fois, est ce qui dirige notre vie à 95%, on comprend en effet l'intérêt d'être de plus en plus conscient de qui nous sommes, et aussi de l'intérêt de cette dynamique qui est mise en route, puisqu'elle vise en effet à mettre davantage de lumière sur les ténèbres. Les ténèbres étant évidemment l'inconscient. À partir du moment où en effet les bulles de mémoire sont libérées, il est évident que les ténèbres ont l'opportunité d'être mises en lumière, et donc de venir à la surface de la conscience pour pouvoir justement être guéri, être vu et être guéri. Donc nous ne pouvons pas être victimes de quelqu'un ou de quelque chose, nous ne pouvons être victimes que de nous-mêmes. Et pourtant, on voit bien dans cette société à quel point, comment dire, une grosse partie de la société a tendance à, comment dire, se considérer comme étant une victime de quelqu'un ou quelque chose, alors qu'en définitive, on est toujours victime que de soi-même, puisque on est avant tout victime de notre façon de penser. Et il y a bien une adéquation avec cette histoire de, comment on appelle ça, de la loi de l'attraction, qui je pense en fait est une autre manière de nommer en fait le karma, puisque le karma n'est juste que, comment dire, une façon de penser qui entraîne derrière des, comment dire, des actes, quand en effet, enfin qu'ils soient conscients ou pas conscients d'ailleurs, mais une façon de penser, même si elle est inconsciente, de toute façon reste une façon de penser, et c'est bien le but des événements de la vie, pour que cette façon de penser inconsciente remonte à la surface pour être vue, pour que justement elle devienne consciente et puisse trouver l'occasion d'être guérie. Néanmoins, la façon de penser inconsciente, eh bien, nous donne, comment dire, une façon de nous positionner face à la vie, face à nous-mêmes et face aux autres, et la loi de, j'allais dire, de résonance fait que l'univers, en effet, répond simplement à cette espèce d'état vibratoire qui est au départ initialement, comment dire, dont l'ondulation initiale est émise par le système de pensée. Et encore une fois, même si c'est un système de pensée inconscient, de toute façon, ce système de pensée inconscient a sa propre ondulation, et qui va amener en effet des circonstances favorables pour pouvoir en effet faire émerger ce qui était au départ tapis dans l'ombre. Donc karma ou loi d'attraction, pour moi c'est la même chose. Le karma n'étant, encore une fois, je le précise, une façon de penser entraîne des actes qui entraînent des conséquences, et qui entraînent à leur tour en fait des prises de conscience, ou pas d'ailleurs, mais qui voilà, qui en tous les cas nous servent, des conséquences qui de toute façon doivent nous servir de miroir, comme nous montrant que nous sommes bien à l'origine de tout ça. Que nous ne sommes pas victimes d'eux, mais bien victimes, si la seule victime que nous sommes, c'est celle de nous-mêmes, et que nous sommes bien à l'origine de tout, et que nous sommes à la fois l'origine et la fin de tout, et que donc par conséquent, en modifiant en effet notre façon de penser, ou la perception que nous avons des événements ou des circonstances, eh bien nous pouvons en effet à partir de là faire des nouveaux choix beaucoup plus éclairés, beaucoup plus conscients. Nous pouvons aussi évidemment recréer du karma, c'est-à-dire que nous pouvons à partir d'une expérience qui est vécue, prendre comment dire, le contre-pied de la façon dont nous nous sommes positionnés au départ. Par exemple, si une personne
rencontre des déboires en fait amoureux, au départ, si elle pense par exemple que si la personne a tendance à penser à avoir une image d'elle assez dévalorisée, à force de répétition, sans comprendre ce qui lui arrive, à force de répétition et de tomber sur des personnes sur le plan amoureux qui la dévalorisent, elle pourra avoir tendance, en fait, alors dans un premier cas de figure, pour être clair, eh bien, soit à conclure définitivement qu'elle ne mérite pas, en fait, de pouvoir avoir une vie amoureuse épanouie. Donc, auquel cas, dans la vie d'après, eh bien, la conclusion est toujours la même, donc on répète le même scénario. Soit, à force de souffrir, elle peut prendre le contre-pied, c'est-à-dire passer de une image de soi dévalorisée en fait à une survalorisation de l'image de soi par exemple, et puis dire que et affirmer que les autres ne me méritent pas. Et là du coup il y a évidemment une survalorisation. L'effet en fait est toujours le même, c'est-à-dire que on passe d'une dévalorisation à une survalorisation. Donc on a l'impression que c'est beaucoup plus gratifiant en effet sur le plan de l'image de soi. Seulement dans les conséquences, on en arrive toujours au même problème, c'est qu'il n'y a pas d'harmonie dans la relation amoureuse et du coup la conclusion va être modifiée. Donc nous allons créer un nouveau karma et dans la vie d'après, la personne va rencontrer toujours les mêmes déboires amoureux, sauf que la conclusion, au lieu d'être je ne mérite pas d'être heureux dans une vie amoureuse, en fait, c'est les autres ne me méritent pas. Voilà, donc du coup, c'est un contre-pied à, comment dire, au positionnement initial. Et parfois, en effet, l'ego peut comme ça passer du point A au point B en ping-pong pendant un nombre d'années assez conséquent. Alors qu'évidemment, la situation la plus adéquate, c'est quand ce positionnement est vu, reconnu, aimé, pour pouvoir justement être guéri et dépassé, et puis voir que la personne est vraiment dans un système de dévalorisation de soi et que c'est vraiment là la source du problème, que l'autre qui a tendance à dévaloriser n'est que le miroir en fait de notre propre système de dévalorisation. Et enfin, pour terminer, je pense que comme tout ce système est régi encore une fois par et pour l'amour, on comprend bien en effet l'intérêt de rencontrer toutes ces expériences dans notre vie, toutes ces relations qui sont grinçantes, mais parfois aussi harmonieuses, puisque chacune de toutes ces circonstances, de ces personnes vont nous permettre en effet de découvrir en nous soit en effet des capacités, des possibilités ou au contraire des limites, et tout ça en fait pour justement retrouver finalement l'identité première de qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire le soi, l'être suprême. Et donc nous comprenons bien que le bourreau que nous pouvons rencontrer ou l'expérience inadmissible que nous pouvons rencontrer, je sais pas, la mort d'un enfant en bas âge, quelle que soit l'expérience que l'on puisse rencontrer, on se rend bien et forcé de constater que ces événements, ces personnes-là que l'on rencontre, qu'elles aient une action dans notre vie qui soit dite délétère ou au contraire porteuse, eh bien on se rend compte qu'en effet c'est toujours l'amour en fait qui met tout cela en fait en action sur notre chemin, pour que nous puissions justement nous départir petit à petit de nos résistances, de nos limites, de nos schémas limitants ou limitatifs, je ne sais pas comment on dit, et pourquoi pas les deux. C'est pour nous départir, c'est pour en fait alléger nos bagages tout simplement, pour que nous puissions repartir beaucoup plus légers que nous sommes arrivés. Or, beaucoup de personnes ne font que faire le contraire, c'est-à-dire rajouter du karma au karma, rajouter
de la colère aux blessures qui ne font qu'enferrer le système davantage et l'alourdir davantage, et au lieu au contraire de s'apercevoir que finalement ce bourreau à qui nous avons affaire, en fait, eh bien, c'est l'incarnation de l'amour, mais dans son rôle ténèbre, pour justement nous permettre de nous aider à prendre conscience de ce qui en nous nous ancre et nous fige dans un scénario qui, comment dire, qui ne nous permet pas de nous connecter finalement à notre source d'amour, mais qui au contraire nous révèle de la peur, de l'angoisse, du stress, et un tas des images de soi complètement dégradées, une perception de nous-mêmes peu valorisée. Et finalement, si on arrête de dénoncer ce qui se passe en face ou la circonstance, et que l'on commence à prendre en considération le fait que cet événement vient révéler en nous quelque chose de précis, alors nous pouvons en effet au contraire exploiter la situation au lieu de la subir, et commencer à regarder en fait ce que la manière dont ça nous impacte et ce que ça révèle chez nous comme comportement, comme positionnement, encore une fois, hein, qui est un positionnement en réaction, un comportement en réaction sur lequel nous n'avons même pas eu l'expertise de la méditation pour pouvoir en fait réfléchir à véritablement comment absorber les choses, comment les comprendre, etc. On voit bien qu'il y a un processus qui est déjà là, la réaction est déjà présente sans même qu'il y ait eu de réflexion. On voit bien que nous sommes sur quelque chose qui est un terrain déjà connu, que nous venons revisiter dans cette vie-ci, parce que d'abord, nous l'avons décidé, nous l'avons choisi bien avant notre naissance, et que deux, il favorise en effet notre prise de conscience, il favorise notre chemin d'amour, et qu'il favorise en effet nos propres notre propre évolution, notre propre niveau de conscience, et c'est déjà énorme. Mais c'est pourquoi en effet je tenais à faire cette vidéo sur les mémoires résiduelles antérieures inconscientes, parce que je ne peux que constater à chaque fois l'adéquation entre le thème astral et l'individu, son comportement, les choses qui ont été explorées dans la vie de la personne correspondent au territoire occupé dans les maisons sur le thème. Voilà, donc il y a vraiment une adéquation intéressante, et on voit bien qu'en effet tout n'est que mémoire, et que les circonstances ne font que réveiller ces mémoires, et combien en effet sombre dans l'illusion de croire que la détresse dans laquelle il ou elle se retrouve, en fait ils la doivent à une circonstance ou à un bourreau désigné, alors que c'est une pure perte de temps et d'énergie, et qu'il vaudrait mieux en effet commencer à s'interroger sur la façon dont nous voyons les choses, la façon dont nous les percevons. C'est bien plus intéressant de fonctionner comme ça, plutôt que de passer son temps et son énergie en fait à en vouloir en gros à la terre entière, à passer des années dans la colère et dans la rancœur contre un individu désigné, ou voire même plusieurs, ou voire même une expérience qui n'est pas digérée, qui n'est pas avalée, et qui reste de travers. Quelle énergie en fait dilapidée pour pas grand chose, alors que nous pourrions envisager en fait les choses sur un autre plan, et le fait de l'envisager sur ce plan là évidemment est bien plus porteur et bien plus intéressant. Voilà, je pense avoir fait le tour de cette petite vidéo sur les mémoires résiduelles antérieures inconscientes. Je pense avoir absolument tout abordé. Si c'était pas le cas, c'est pas grave, je referai de toute façon une petite vidéo qui viendra faire des précisions sur les choses. Merci d'abord d'avoir pris le temps d'écouter cette
vidéo jusqu'au bout. Je vous rappelle que je suis tout à fait preneur de vos suggestions de thèmes de vidéos, et donc du coup pouvoir en effet couvrir un thème qui vous intéresse particulièrement, qui vous tient à cœur. Ça sera avec plaisir que je puisse le couvrir et comment dire, et vous donner en effet mon point de vue, mon positionnement par rapport à ça. Vous pouvez évidemment, si le cœur vous en dit, c'est une invitation, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez aussi vous abonner, et enfin me retrouver sur Facebook à Frédéric avec IK à la fin pour le prénom, Dautrive, H-A-U-T-E-R-I-V-E. Voilà. Je vous souhaite en tous les cas une bonne continuation et puis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.